Vous imaginez échanger une bibliothèque entière contre un simple morceau de papier? Ça paraît fou, hein? Et pourtant, c'est un peu ça l'idée derrière le billet de banque. Bienvenue à cette exploration de son histoire assez mouvementée. Oui, et notre discussion aujourd'hui, elle s'appuie sur une analyse vidéo qui retrace justement ce parcours. L'objectif, c'est de comprendre comment un bout de papier a pu devenir de la monnaie, quels ont été les défis et surtout, pourquoi la confiance, eh bien, c'est absolument central là-dedans. C'est vrai que c'est fascinant, ce passage de l'or bien concret au papier beaucoup plus abstrait. Ça nous semble normal aujourd'hui, mais en fait, ça ne s'est vraiment banalisé que depuis un siècle à peu près. Bon, alors, on commence par où pour cette plongée? Eh bien, comme souvent, pour les grandes inventions, il faut regarder vers la Chine. Les pièces de monnaie, c'était lourd, pas pratique, et puis on était limité par la quantité de métal disponible. Oui, logique. Alors, dès la dynastie Tang, on voit apparaître le récoin. C'était une sorte de lettre de change pour faciliter le commerce à distance, sécuriser les voyages aussi. D'accord, un ancêtre en quelque sorte. Exactement. Mais le vrai tournant, c'est un peu plus tard, en 1024, sous la dynastie Song. Là, on a le Jiaozi. Et ça, c'est considéré comme le premier vrai papier-monnaie imprimé officiellement par un gouvernement. Le tout premier. Et j'imagine, premiers essais, premiers problèmes. Tout à fait. Les Song, ils ont trop imprimé par rapport à leurs réserves. Leurs réserves, c'était du sel, de l'or, de l'argent. Et paf, première grosse inflation liée au papier. La valeur s'effondre. Ah oui, déjà? Déjà, et des siècles après, Marco Polo, il est assez impressionné par le système mongol de Kubilai Khan, qui semblait mieux contrôlé avec des vérifications, des tampons. Mais même ce système-là a fini par échouer en Chine peu après. Toujours les mêmes problèmes. Trop d'impression, perte de confiance. Donc la grande leçon, c'est que c'est très compliqué de contrôler l'émission de ce papier. C'est exactement ça. C'est moins une question d'imprimer du papier que de gérer une croyance collective dans sa valeur. Et cette idée, elle met un temps fou à arriver en Europe. Oui, on fait un bond jusqu'au XVIIe siècle en Suède, c'est ça. C'est ça. La Suède manque de métal, le papier semble être une bonne idée, mais l'expérience, elle tourne court. Que se passe-t-il? En 1661, un banquier, Johann Palmstruch, il imprime trop de billets par rapport à ce que sa banque peut couvrir. La confiance se brise, les gens veulent récupérer leur métal et la banque s'effondre. C'est en quelque sorte la première crise bancaire moderne liée au papier. La première d'une longue série, on imagine. Et ailleurs en Europe? Ailleurs, comme à Londres ou Amsterdam, on commence à voir quelques billets, mais c'est vraiment des grosses coupures réservées aux élites, aux marchands, et surtout, ils n'ont pas de cours légal. C'est-à-dire? C'est-à-dire que personne n'est légalement obligé de les accepter comme paiement. C'est une affaire de confiance, entre initiés, si on veut. D'accord. Et puis, il y a l'expérience française, très connue, avec John Law au début du XVIIIe siècle. Ah oui, John Law, en 1716. Un système assez audacieux, avec sa Banque Générale et la Compagnie d'Occident. Il base la valeur sur l'or, bien sûr, mais aussi et surtout sur les profits espérés des colonies, notamment la Louisiane. Des profits d'ailleurs largement fantasmés. Et ça marche au début. Ça marche incroyablement bien au début. C'est un succès fulgurant. Il arrive même à démocratiser un peu l'usage avec des petites coupures. Mais très vite, la spéculation s'emballe. La fameuse bulle. Exactement. La panique s'installe vers 1720. Tout le monde veut récupérer son or en échange des billets, la banque ne peut pas suivre évidemment, et tout le système s'effondre. Grosse méfiance ensuite envers cette richesse invisible. Un échec cuisant. Mais est-ce qu'il en est resté quelque chose de positif, malgré tout? Paradoxalement, oui. Bon, ça a laissé une méfiance durable envers le papier en France, c'est sûr. Mais l'expérience a quand même permis d'éponger une partie des dettes de l'État. Ça a stimulé le commerce et ça a mené à la création de la Bourse de Paris en 1724, donc pas totalement négatif. D'accord. Mais cette méfiance, elle n'empêche pas une nouvelle tentative majeure pendant la Révolution française avec les assignats? Non, parce que là, il y a un besoin urgent de financement. Les dettes de l'Ancien Régime, les guerres révolutionnaires, il faut de l'argent. Alors on crée les assignats qui sont gagés, cette fois, sur les biens confisqués au clergé. Une idée inspirée, dit-on, par Adam Smith. Gagé sur du concret, donc ça devrait mieux marcher. On pourrait le penser. Mais non. Les problèmes reviennent. Trop de dépenses de l'État, donc trop d'impressions d'assignats. Et l'inflation qui repart de plus belle. Et cette fois, il y a un autre problème massif, la contrefaçon. Ah oui. Oui, une contrefaçon à très grande échelle, notamment organisée par les ennemis de la Révolution, les Britanniques en tête. Ça achève de détruire la valeur du billet. Malgré des mesures très autoritaires comme le cours forcé, les réquisitions, l'assignat s'effondre complètement et il est abandonné en 1797. Attendez, vous dites que les Britanniques organisent la contrefaçon.
Mais à la même époque, leur propre système, lui, tient bon. Même quand ils suspendent la convertibilité en or, c'est étonnant après tous ces échecs continentaux. C'est le grand paradoxe britannique. En 1798, pour financer la guerre contre la France, William Pitt suspend la convertibilité des billets de la Banque d'Angleterre en or. Et Ça tient. mhm, Mais pourquoi? Quelle est la différence? la différence, c'est la stabilité politique et économique du Royaume-Uni, bien plus grande qu'en France à ce moment-là. Et surtout, une confiance très solide dans l'État et dans la Banque d'Angleterre. Ça montre que la confiance institutionnelle, parfois, elle peut primer sur la couverture métallique réelle. D'accord. La confiance, encore et toujours. Exactement. Et c'est cette leçon, mêlée à une énorme prudence après les désastres de l'eau et des assignats, qui va inspirer la création de la Banque de France en 1800 par Napoléon. Avec quels objectifs? L'objectif premier, c'est la régulation, la stabilité et regagner la confiance. Au début, la Banque de France est très prudente, structure mixte public-privé, contrôle étatique fort et surtout, elle n'émet que de grosses coupures réservées à l'élite économique et financière. Pas question de refaire les erreurs du passé. Donc le billet pour monsieur et madame tout le monde, ce n'est toujours pas pour tout de suite en France. Ah non, ça va prendre encore beaucoup de temps. Les petites coupures, celles qui servent au quotidien, elles n'apparaissent vraiment en France que lors des crises, quand le métal manque. Comme quand... Par exemple, en 1848, pendant la Révolution, puis en 1870, avec la guerre franco-prussienne. C'est d'ailleurs seulement en 1870 que le billet obtient le cours légal généralisé en France. Et il faut attendre la Première Guerre mondiale pour que les petites coupures, comme le billet de 10 francs, qu'on attendait depuis 1871, se diffusent vraiment largement. Pourquoi cette lenteur? La peur de l'inflation ? Oui, la peur de l'inflation, la peur de l'emballement, et sans doute aussi une certaine méfiance des élites à donner cet outil aux classes populaires. Le vrai basculement psychologique, le moment où l'on accepte vraiment l'idée de la monnaie papier pour ce qu'elle est, c'est en 1928. Qu'est-ce que se passe en 1928 ? C'est la fin officielle de la convertibilité du franc en or. À partir de là, la valeur du billet repose uniquement sur la confiance en l'État et en la Banque centrale. C'est l'acceptation pleine et entière de la monnaie fiduciaire. Fiducia, la confiance. Et j'imagine qu'en parallèle de cette démocratisation même lente, la lutte contre la contrefaçon devient de plus en plus sophistiquée. Absolument. C'est une course permanente. On invente la numérotation unique, les papiers spéciaux, les filigranes, les encres complexes, les dessins très détaillés. Tout est fait pour rendre la copie difficile et coûteuse. La production devient industrielle et très contrôlée. Et aujourd'hui, on est en train de vivre une autre révolution, celle de la dématérialisation. Exactement. Les cartes bancaires, les paiements sur Internet, les applis mobiles, l'argent liquide, le billet physique reculent progressivement. C'est une nouvelle étape dans l'abstraction de la monnaie. Ce qui est fascinant, c'est que ça soulève des questions qui rappellent étrangement les débuts du billet de banque, non? Tout à fait. Des questions d'accessibilité. Est-ce que tout le monde a accès à ces nouveaux outils? Des questions de contrôle. Qui gère ces systèmes? Et bien sûr, la question centrale de la confiance. Est-ce qu'on a confiance dans ces systèmes numériques? On perd aussi la notion très concrète de l'argent qu'on avait avec les pièces ou même les billets. Oui, il y a ce débat. Et puis les nouveaux risques. La volatilité de certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin, le blanchiment d'argent facilité par l'anonymat parfois. Mais aussi des avantages potentiels, comme un meilleur suivi fiscal. C'est tout le débat actuel autour des monnaies numériques de banque centrale, les MNBC. Donc si on essaie de résumer ce parcours incroyable, on part d'une idée chinoise millénaire, ensuite des expérimentations en Europe pleines d'embûches, avec l'inflation, les crises de confiance. C'est ça. Une stabilisation qui se fait très progressivement au XIXe siècle, mais une démocratisation vraiment lente, souvent un peu forcée par les crises et les guerres. Et l'étape clé, c'est vraiment ce passage à la confiance pure, la monnaie fiduciaire, au XXe siècle. Précisément. C'est un changement conceptuel majeur. Accepter qu'un papier vaut quelque chose simplement parce qu'on y croit collectivement et que l'État le garantit. Ce qui nous amène à une réflexion pour aujourd'hui finalement. Alors que notre argent devient de plus en plus virtuel, immatériel, comment on s'assure qu'il reste un outil d'échange qui soit vraiment universel, stable, accessible à tous? Comment éviter de recréer, sous une autre forme, les fractures ou les crises de confiance qu'on a vues tout au long de l'histoire, parfois chaotique, du billet de banque? C'est toute la question, et elle est plus pertinente que jamais. Comment garantir que cette nouvelle forme d'argent reste au service de tous, sans créer de nouveaux exclus ou de nouvelles instabilités? Un défi qui fait écho à toute l'histoire qu'on vient de parcourir.